Bonjour Louis, à l'occasion de la sortie du premier tome de Red Flower, je te reçois aujourd'hui sur Boulevard BD. Est-ce que je me trompe si je dis que Red Flower n'est pas tout à fait une nouveauté? Non, non, en effet, ça fait maintenant presque 3 ans que Red Flower Stories rencontre pas mal de succès auprès des lecteurs. Et puis là, ça fait à peu près 3 mois qu'il est sorti du coup chez Glénat. Donc c'est un univers qu'on commence à connaître un petit peu déjà. Ouais. Alors, dans Red Flower, un jeune homme fait sa quête initiatique et souhaite entrer dans la cour des grands, celle des gardes du roi. Jeune chien fou présomptueux, il devra apprendre à se canaliser et à se contrôler pour mériter ce privilège. Il s'appelle Kelly. Est-ce que tu as mis beaucoup de toi dans ce personnage? Autrement dit, est-ce que Kelly, c'est un peu Louis adolescent? Je pense qu'il y a un peu de moi dans tous mes personnages. C'est comme ça qu'on crée des personnages qui sont convaincants. Mais c'est vrai que le personnage principal me ressemble le plus dans le sens où moi aussi, j'ai été et je suis un peu précipité. J'ai été immature, j'ai voulu aller trop vite, je me suis cassé la gueule, j'ai fait du mal aux gens autour de moi. Je pense que tout le monde a fait un petit peu ça dans sa jeunesse. Et donc, c'est de ça dont je veux parler avec Kelly. C'est raconter un personnage vrai auquel mes lecteurs pourront s'identifier. Et oui, parce que c'est en se cassant la gueule qu'on apprend, en fait. Hein. Voilà, surtout. Ouais. J'ai beaucoup appris. Alors, pour faire partie de la garde, il va devoir passer l'épreuve du cataphalie pour que sa tribu le reconnaisse enfin en tant qu'homme. Alors, le cataphalie, c'est la philosophie du peuple, et bien plus qu'un art martial, c'est un guide de vie amenant à l'harmonie. Est-ce que tu pratiques ou as pratiqué ce genre de type de sport aussi bien physique que spirituel? Ouais, mais j'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux, à commencer par le karaté et le judo quand j'étais petit. Et ce qui m'avait marqué le plus dès le début, c'est que tous mes sensei m'avaient dit dès le premier cours, alors on t'apprend à te battre, c'est pas pour que tu ailles te battre, en fait, c'était une question de maîtrise de soi, c'était une question de respect, de discipline. Et c'est la philosophie qui m'a le plus marqué dans les arts martiaux, si bien que quand j'ai continué avec le jujitsu, le krav, et j'ai aussi beaucoup d'intérêt pour le sumo, c'est à chaque fois ce côté un peu spirituel, un peu philosophique qui m'intéressait, plus que forcément l'aspect bagarre. Et le MMA aussi, peut-être un peu, qui est très à la mode en ce moment. Ouais, qui est très à la mode, mais bon, on est moins dans cette. J'aime bien le côté pluridisciplinaire du MMA, j'aime bien la diversité des mouvements, mais je suis moins attiré par le. Il n'y a pas autant la philosophie du respect, c'est pas aussi codifié. J'aime bien, on va plus avoir attrait à la capoeira, par exemple, qui est très Mhm. dansant, très rythmé, inspiration du cataphalie, si tu veux, et le sumo dans son bagage et son héritage culturel. Donc voilà, je recherche plus le côté discipline, pratique, approfondissement. C'est presque une méditation, c'est presque un art, une danse, une performance, que juste le côté bagarre. Mais du coup, on voit le côté de Kelly qui est jeune et qui n'a pas compris cette philosophie, qui lui va voir le côté plus, beaucoup plus domination, beaucoup plus je suis un jeune garçon Oui, fort, que c'est les gens qui ont compris l'essence de l'art, quoi. oui. Alors, son grand frère Yao ne le ménage pas. Il sait ce qu'on attend d'un adulte accompli et veut que son cadet le comprenne. Est-ce que la famille est un booster ou une inhibition dans l'épanouissement d'un ado? Soit on parle de Kelly, soit on parle en général, hein. Ouais, 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 ça peut être les deux. Ça peut être les deux, je pense. Dans Red Flower, je parle beaucoup de culture, de ma culture, et donc on va ressentir transparaître moi-même mes interrogations par rapport à ça. Euh, la famille, c'est un cadre dans lequel en fait les jeunes sont censés pouvoir s'épanouir. C'est un cadre, une structure de soutien qui est censée permettre la croissance, mais ça peut aussi devenir quelque chose qui étouffe. Hmm. Euh, Peu importe la culture, je pense que c'est le cas, hein, la famille elle est là pour te guider et Yao, il va guider Kelly, il va lui donner des conseils, mais on le voit aussi, il va être très exigeant. Il va gifler Kelly quand il va trop loin. Son père aussi est très sévère, Ah la oui. grand-mère aussi, qui on aime beaucoup, va le conseiller, mais elle va pas forcément tolérer tous les excès du jeune garçon. Donc, comme toute chose, hein, la famille, ça peut être un cadre, mais ça peut aussi étouffer. Et oui, justement, tu parlais de son père, justement, Osei, qui est le roi de la tribu et qui est d'une froideur implacable mais réaliste. Le alors que le jeune coq, c'est dans le titre du manga, a tout à apprendre de la vie,
il ne peut pas y démarrer sans être armé. Et ce n'est pas lui faire un cadeau que de le mettre sur un piédestal. Et on rejoint un peu la question précédente. Est-ce que c'est parce qu'il est son père qu'il le traite peut-être encore plus durement qu'un inconnu? Ben oui, surtout. Et après, son père, c'est le roi, c'est le chef du village, en fait. Donc, surtout parce que c'est le fils du roi, il faut qu'il se comporte à la hauteur de la station et des responsabilités qui l'attendent, en fait. Donc, il a en face de lui cet exemple parfait dans le personnage de Yao, auquel il aspire, hein. Il veut ressembler à son grand frère, mais c'est d'autant plus dur parce que il y a toutes ces responsabilités qui l'attendent. Et en même temps, il cherche sa place, Kelly. Il se demande, mais qu'est-ce que lui va pouvoir proposer, qu'est-ce qu'il va pouvoir amener de nouveau, parce que son grand frère est destiné à être l'héritier du roi, hein, c'est un peu comme ça qu'on comprend la chose. Oui, Qu'est-ce que va faire le plus jeune frère, le deuxième de la famille? d'accord. Alors, Red Flower te permet de montrer tes compétences en traitement des combats, qui est l'un des poncifs, on pourrait dire, du manga. On sent que tu as lu, observé, analysé des tonnes de scènes réalisées par de grands dessinateurs pour en arriver là. Lesquels t'ont marqué? Lesquels m'ont marqué? Alors, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que d'un point de vue graphique, j'aime beaucoup le travail qui est fait dans Vinland Saga. Autant sur la lisibilité que sur le dynamisme des planches. Mais si on devait regarder plus le côté philosophique ou un peu introspectif de la chose, j'ai été très marqué par Vagabond, par exemple, par L'Habitant de l'Infini, Ouais. par le travail bambou. Et voilà, j'ai dû m'en distancer un petit peu parce que mon récit, c'est principalement du shonen et donc la narration doit être adaptée. Mais c'est le genre de narration et le genre de combat qui me plaisent énormément à moi. Ouais. Et alors justement, dans les scènes de combat, comment fait-on pour ne pas être répétitif et pour ne pas à la fois ni se lasser ni lasser le lecteur? Ah, oula, bonne question. Je pense qu'il faut surtout avoir un fond. Quand on a un fond, quelque chose de plus profond que juste les combats dont on va parler, quand nos personnages sont pas juste en train de se battre pour être le plus fort, mais sont en train de se battre pour justifier d'une idéologie, par exemple, je pense que là, le lecteur va pas se lasser parce qu'il va ressentir qu'il y a une réelle, il y a une position, il y a une argumentation qui est faite à travers le combat. Je pense que, pour citer un manga bien connu, je pense que Naruto, la force de ces personnages, c'est que c'est pas juste de l'action pour être de l'action. Ils ont tous une revendication, ils ont tous quelque chose qu'ils cherchent à prouver. Et donc, ça s'exprime à travers leur pouvoir et ça s'exprime à travers leur combat. Et je pense que si on oublie ça et qu'on tombe juste dans la répétition des combats, des enchaînements, des pouvoirs qui augmentent et qu'on oublie le fond, eh ben, on tombe un petit peu dans les derniers chapitres de Bleach où il y a plus grand. Enfin, moi, je trouve que le fond n'était pas présent ou encore les Dragon Ball sur la fin, voilà, c'est toujours les mêmes schémas de tournoi, combat, plus fort, tournoi, combat. Je pense que là, on a perdu le fond. Et donc voilà, je prétends pas avoir la science infuse, mais j'essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours un thème qui soit traité à travers mes combats. Mmh. Alors, on a parlé beaucoup d'initiation et de combat jusqu'à présent, mais Red Flower, ce n'est pas que ça. Il y a quand même un côté très contemplatif qu'on a beaucoup vu dans les Red Flower Stories, heu, Voilà. qu'on voit un peu, mais moins prononcé dans Red Flower parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour le début. Est-ce que ce côté contemplatif qu'il y a dans les stories, on va le retrouver un peu dans la suite de Red Flower? Je pense que oui, je pense que oui. Le côté contemplatif, c'est celui dont je parlais quand je citais Vagabond et L'Habitant de l'Infini, qui ont cette narration qui est très lente des fois, très introspective. Dans le premier tome, j'ai dû mettre en place l'univers parce qu'il fallait pas que j'oublie que j'avais des nouveaux lecteurs qui me connaissaient pas forcément de mes stories, hein, qui m'ont connu que à travers la série chez Glénat. Donc j'ai voulu faire attention à ce que ces lecteurs-là soient pas perdus, parce qu'on n'aille pas trop vite pour eux, qui puissent eux aussi apprendre à connaître mes personnages. Et par la suite, forcément, c'est un conte initiatique, hein, c'est un récit de passage à l'âge adulte. J'espère que ça passe par une certaine maturité, par une certaine réflexion. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre entre action, aventure et des moments plus posés, des moments plus calmes où on peut apprendre à découvrir l'intimité de ces personnages et comment ils réfléchissent.
Je voudrais maintenant parler d'un personnage qui joue un grand rôle aussi dans les stories. C'est Anansi, qui est un personnage célèbre dans la culture ouest africaine, qui est le griot qui joue un peu le rôle d'un panoramix et apporte une dose de comique. Comment est né ce Ah, personnage? sacré panoramix. Comment est né ce personnage? J'ai toujours été fasciné par les histoires de Anansi l'araignée. Pour tous les spectateurs qui voudraient aller chercher Anansi l'araignée, c'est un personnage qui existe déjà dans le folklore ouest-africain, qui est un peu l'équivalent du renard. C'est un personnage très intelligent, très fourbe, qui est physiquement plus faible que les autres animaux de la savane, comme la hyène, comme le lion et le python, mais qui, par son intelligence, va réussir à déjouer ses adversaires. Et donc, j'aimais beaucoup ce personnage ambigu au final. Ma mère me racontait ses histoires le soir et elle me disait, bah voilà, tu vois, dans l'histoire d'hier, il était gentil à Nancy et aujourd'hui, il a fait des bêtises. Et donc, c'est pas un bon personnage. Donc, d'une histoire à l'autre, ça variait. Et j'ai toujours été très, très attiré par ce personnage et sa capacité à intégrer les histoires, mais à être au-dessus aussi du récit. Hein. Dans les stories, Anansi, il brise un petit peu le quatrième mur et j'aime bien ce côté du personnage qui le rend plus grand que nature et enfin, qui me permet aussi beaucoup de choses graphiques. Hein. Son visage me permet de tenter des expressions loufoques. Ça ajoute une autre dimension au récit que j'aime et j'ai beaucoup de choses prévues pour Anansi, donc j'en dis pas plus. Ouais, j'espère. Alors, on l'a pas dit, justement, tu es originaire du Ghana. Tu as grandi là-bas, c'est fait partie de un personnage comme Anansi fait partie de ta culture, d'enfant? Oui, 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 oui. J'ai passé la plus grande partie de mon enfance là-bas, presque 20 ans, hein, je pense, entre 16 17 ans. Euh, je les ai passés au Ghana. Et ce personnage était très présent dans les histoires qu'on me racontait quand j'étais gosse. Donc, c'est un peu aussi toute la culture dont je me suis inspiré, que ce soit au niveau des décors, les baobabs, la jungle tropicale, les cases, les huttes, les tenues traditionnelles, les dictons, les proverbes, tout l'univers graphique et culturel de Red Flower est basé sur l'enfance que j'ai passée en Afrique de l'Ouest. Alors, on va parler d'un autre personnage maintenant qui est Padiki, la jeune Baoré, qui n'est pas insensible au charme de Kelly. Que peut apporter un personnage féminin dans un univers plutôt testostéroné, voire un vrai en macho? Testostérone. Je ne sais pas si ça existe, mais bon. Faut- Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que je me suis posé la question parce que il y a beaucoup de personnages masculins dans cette histoire et c'est pas pour dire que l'histoire n'est pas destinée aussi aux jeunes filles et aux femmes qui aimeraient le lire. Le personnage de Padiki, il est là pour temporiser un petit peu les excès de Kelly, pour apporter une touche de maturité. Elle est un peu plus âgée que lui, elle est beaucoup plus maternelle, mais, mais voilà, elle a beaucoup d'affection pour lui et aussi beaucoup de patience, je pense, pour être son pote. Il faut être patient. J'ai aussi beaucoup de choses de prévues avec ce personnage que je découvre un petit peu en même temps que je l'écris. Je ne l'ai pas écrit aussi strictement que j'écris le reste des personnages parce que justement, je me laisse surprendre par ce qu'elle peut dire spontanément à Kelly quand il fait des bêtises, ce qu'elle peut lui reprocher. Et Padiki, c'est un peu la voix de la raison. Mhm. On sent qu'elle tient après grand-mère, qui est très sage aussi. Ouais. Et donc, voilà, ce personnage-là, il se développe un petit peu de lui-même et j'aime beaucoup le regarder grandir. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé dans Red Flower, surtout en ayant lu Red Flower Stories, c'est le cliffhanger final. Le cliffhanger Moi. final de Red Flower va au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. On s'engage dans une voie qu'on n'avait pas du tout vu venir, surtout pour ceux qui avaient lu les 2 tomes de Red Flower Stories. Sans en dire trop, est-ce que toi, tu l'avais vu venir, ce changement de direction? Est-ce que c'est, par exemple, est-ce que c'est quelque chose, si les stories avaient continué, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais intégré aux stories ou pas? Complètement, complètement. L'histoire telle qu'elle existe dans le tome 1 chez Glénat, c'est l'histoire originelle. C'est celle que je voulais D'accord. raconter dès. Mais quand j'ai eu l'idée pour Red Flower en 2018, je ne me sentais pas prêt graphiquement, narrativement, je ne me sentais pas du tout
de l'attaquer. Et donc, j'ai préféré, en préparation pour cet univers, j'ai préféré raconter plein de petites histoires qui se passaient au sein de la tribu. Donc, ça m'a permis de raconter en plusieurs fois l'histoire de Kelly, de tester plusieurs choses avec plusieurs chapitres. J'ai aussi raconté à la demande des lecteurs, hein, ça c'était pendant le confinement, l'histoire de Anansi. Il y a une histoire sur Aïcha aussi qui m'a été demandée. J'en ai profité pour développer et creuser les personnages de Yao, de grand-mère. Le seul personnage que j'ai pas vraiment pu creuser, c'était le roi, mais du coup qui est très présent dans le tome 1. Et tout ça pour créer de toutes pièces cet univers et amener finalement au cliffhanger du tome 1, qui lui Mmh. était prévu dès le début en fait. Je Pour ceux pouvais juste pas qui en parler. Ouais, pour ceux qui voudraient justement se, procurer les Red Flower Stories, on peut le faire, facilement? Facilement, oui, il faut soit me trouver en convention, je suis souvent en dédicace, ou alors dans la bio, dans la bio de mon compte Insta, j'ai toujours un lien vers une boutique en ligne où je peux les envoyer par la poste. Quel a été ton, parcours pour devenir mangaka? Bon, pour devenir mangaka, du coup, j'avais fait mes recherches, hein. Comme j'ai grandi en Afrique, je ne savais rien du parcours qui était nécessaire pour devenir mangaka, devenir dessinateur. Et donc, j'ai tout simplement cherché en ligne. J'ai vu qu'il y avait de nombreuses écoles en France. J'ai vu qu'il y avait de nombreux auteurs auto-édités. J'ai vu que la France était le deuxième marché mondial du manga. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer là, parce que je ne parle pas japonais. Le Japon, ça me semblait complètement inaccessible. Et donc, en 2015, j'ai déménagé en France. Je me suis installé à Toulouse dans le but de devenir mangaka. Donc, c'est passé tout d'abord par une phase de découverte, hein. J'ai découvert les dessinateurs autour de moi, les conventions, les salons du livre, les autres artistes. J'ai tenté une formation de manga que j'ai quittée pour ensuite aller au Japon. Et en fait, j'ai fait plusieurs voyages vers le Japon pour montrer mon travail à des Japonais, à des vrais mangaka, à qui je demandais des conseils sur la composition de la page, sur le rythme narratif, toutes les choses qui sont essentielles pour comprendre, pour appréhender vraiment les codes du manga tels que les Japonais les interprètent. Et tout ça, ça a été très formateur dans la mise en place de mes premiers tomes et ensuite de la série chez Glénat. Mmh. Alors dans tes interviews, j'ai lu 2 noms que je ne connais pas trop, que tu considères un peu, si j'ai bien compris, comme tes mentors. Ce sont John Truby et Joseph Campbell. Qui sont exactement ces 2 personnes? Mes mentors, c'est pas vraiment mes mentors, mais c'est des grosses lectures que j'ai faites qui m'ont beaucoup marqué. Comme je te disais tout à l'heure, ben, j'ai grandi avec les contes. J'adore les légendes. J'ai grandi avec une des lectures qui m'a le plus plu, c'était l'Odyssée d'Homère, l'Iliade. Ouais. J'avais un livre du monde entier. Et donc, j'ai cet amour des fables et des mythes. Et donc, quand j'ai lu Joseph Campbell, qui est en fait, lui, un mythologue et qui va étudier les contes, les mythes du monde entier et en tirer les parallèles et les points communs, eh ben, ça m'a tout de suite captivé, ça a concrétisé quelque chose que je ressentais déjà. Et je me suis dit que pourquoi pas mélanger le manga et les contes, pourquoi pas mélanger le manga et les mythes. Et donc, c'est un petit peu ce que je veux pour Red Flower. D'accord. Et au départ, pourquoi t'es-tu lancé dans l'auto-édition? Est-ce que c'était pour garder une certaine indépendance ou c'était parce que c'est très compliqué pour un jeune, inconnu de se faire éditer? Un peu des deux, un peu des deux. Moi, j'ai voulu passer par l'auto-édition directement parce que j'aime bien faire les choses étape par étape. J'aime bien connaître mes propres capacités avant de me lancer. C'est un peu très shonen, ça. C'est un peu très shonen, mais je voulais me tester, je voulais me confronter moi-même au lectorat. En fait, je me suis dit, euh, quand on y pense, mon vrai patron, mon vrai employeur, c'est les lecteurs. Ça va pas être mon éditeur, ça va pas être Glénat ou qui que ce soit. Ça va être les lecteurs qui vont Mmh. décider si mes histoires, elles valent le coup de compter, s'il y a vraiment un public. Et donc, je voulais aller poser la question directement au lecteur. Donc, à travers mon auto-édition, à travers les 2 tomes que j'ai fait seul, j'ai pu aller à la rencontre des gens euh, sur les salons du livre, sur les conventions et leur demander et avoir des retours. C'était surtout ça qui était important, c'est avoir des retours de vive voix en face. Qu'est-ce que vous pensez de mes histoires? Est-ce que c'est lisible? Parce que du coup, j'avais fait quelques formations au Japon. Je me disais, voilà, est-ce que vraiment je construis mes pages? Est-ce que mes scénarios sont intéressants? Vraiment, j'avais soif de retour.
Et 2, 3 ans plus tard, je me suis dit, OK, là, je me sens de peut-être agrandir le projet, de chercher à être distribué dans toutes les librairies de France. Et donc là, c'est intéressant de signer avec un éditeur, même si j'avais eu des propositions déjà depuis 2019. Je n'avais pas voulu signer avant moi de me sentir prêt personnellement. Ça a été en fait une sacrée carte de visite, en fait, l'auto-édition pour continuer. Bah, ça montre, je pense, que je suis sérieux. Ça montre que j'ai envie, que je me donne les moyens de le faire. Et ça montre aussi que j'ai signé avec un éditeur ou pas, j'allais la faire, cette histoire, et qu'elle avait déjà un public, qu'elle avait déjà un lectorat qui voulait la lire. Du fait que mes 2 premiers tomes ont rencontré un petit succès à mon échelle, j'étais convaincu qu'en fait, il y avait un lectorat pour des histoires, encore plus des histoires inspirées des mythes, des contes d'Afrique de l'Ouest. Je sentais qu'il y avait une demande. Alors, on n'en a pas parlé parce que bon, je ne l'ai pas lu, ça manque à ma culture. Tu avais édité autre chose aussi, un autre manga. Ah oui, oui, alors édité, hein. C'est un bien grand mot. J'avais imprimé mon premier test. Mon premier test, c'était un petit livre qui n'a rien à voir avec Red Flower. Ça s'appelle Molly et Lucas. C'est une doublette de one shot, 2 petites histoires courtes qui étaient vraiment là pour faire mon premier pas dans l'auto-édition. C'était à toute petite échelle, hein. Je pense que j'ai imprimé peut-être 500 exemplaires. D'accord. Et voilà, la première fois que je montrais mon travail à des lecteurs et que j'essayais de vendre mon travail surtout, c'était ça qui a été hyper intéressant pour voir est-ce que les gens y trouvent que ça vaut le coup d'acheter ce travail. Et en fait, c'est suite à la réussite de ce petit projet-là que je me suis dit, OK, j'aimerais faire quelque chose de plus ambitieux et que là, je me suis lancé dans cette édition de Red Flower Stories en 1 tome et puis après le confinement en 2 tomes. Mmh. La série là maintenant, Red Flower, est prévue, en un nombre, défini de tomes? 5 tomes. 5 tomes. Est-ce que c'est 5 quelque tomes. chose heu, est-ce que c'est pour un premier cycle ou est-ce que c'est irrévocable et ou en fonction du succès, il pourrait y avoir un second cycle, par la suite? Non, l'histoire est écrite comme ça. L'histoire a D'accord. toujours été écrite en 5 tomes. Après, c'est à moi maintenant d'équilibrer les tomes pour qu'ils soient tous à peu près aussi denses les uns que les autres. Donc ça, c'est le jeu, hein, c'est ce que je suis en train d'apprendre actuellement. Par contre, ça a toujours été prévu comme ça et je rallongerai pas. Je sais qu'il y a des séries qui sont rallongées si elles rencontrent du succès. Tout d'abord parce que j'aurais l'impression, je pense, de trahir mon histoire et mon univers et aussi un petit peu les lecteurs parce que mine de rien, à force de poser la question aux lecteurs, je sens que ces temps-ci, les gens en ont marre un petit peu des séries fleuves. Ils en ont marre des One Piece, même si j'adore One Piece, Et en fait, oui. ça commence à être et les gens hésitent à s'engager dans encore une énième série où on ne sait pas si on aura la fin, on ne sait pas si voilà. En plus que les mangaka français ou internationaux ne dessinent pas aussi vite que les japonais. Donc moi, enfin ce qui a pris Oda, je sais pas, 25 ans à faire, moi ça me prendrait carrément 60. Donc je n'envisage pas de faire des séries longues. Et 5, ça me paraît le parfait équilibre entre j'ai la place de raconter une histoire intéressante mais je m'éternise pas non plus sur le sujet. Depuis quelques années, le manga européen est en plein développement, avec de jeunes auteurs comme Christophe Cuento ou toi, ou bien avec des auteurs reconnus comme je pense à Kenny Ruiz, qui fait Team Phoenix chez Vega, ou Mathieu Ouais. Renas, qui lance son manga aussi chez Vega. Est-ce que tu penses qu'un jour le manga européen, parce qu'il n'y a pas que des Français, sera aussi un jour reconnu au même titre que son modèle japonais? Oui, je pense que oui, je pense que c'est qu'une question de temps. Euh, je le vois vraiment comme un marché, enfin un marché, c'est une industrie toute jeune, toute jeune. Il faut pas oublier que en France, le manga est assez jeune et encore plus le manga de création française, qui a eu plusieurs essais, le temps que les artistes, que les auteurs prennent en maturité. C'est des codes qu'on ne maîtrise pas encore complètement. C'est des codes qui sont très culturels, hein, la façon de raconter à la japonaise. J'ai tendance à dire que c'est aussi quelque chose de très culturel. C'est comme être bilingue au final. Si on n'a pas grandi là-bas, on aurait du mal à raconter exactement comme eux. Donc ça prend du temps pour qu'on s'approprie en fait ces codes et cette façon de raconter, ce découpage.
mais je pense que inévitablement, dans quelques années, on aura pris assez de niveau pour que un lecteur ne puisse plus faire la différence entre un manga international, un manga de création française ou italienne, où il y a des allemandes très fortes aussi ces temps-ci, et un manga japonais. Ok. Outre celles dont on a déjà parlé, est-ce que tu as d'autres références, influences ou quels sont, par exemple, quels sont tes mangas préférés? Alors, ça change tout le temps. Ça change tout le temps et j'essaie de me nourrir d'autant de choses que possible. Et dans chaque manga, il y a toujours un truc qui est bon à prendre. Donc, je vais citer Bright Stories pour ses personnages, Ouais, pour sa nation, pour son univers absolument charmant. Je vais citer Inomaruzumo et Aohashi, ouais. que j'ai lu hier, que j'ai découvert hier, et c'est un coup de cœur absolu pour l'émotion qui se dégage de ces personnages et l'intensité du développement, de l'évolution des personnages. Hein. C'est des mangas de sport, mais encore une fois, le sport, c'est juste un prétexte pour Oui, raconter vraiment quelque chose tout à de plus fait. profond. Et donc, j'y reviens toujours au fond. Je vais parler de Vagabond, forcément. Je vais parler de l'habitant de l'infini. Je vais parler de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, il y Ah, a j'ai quel lu trop. moi, il y a quelqu'un que je mets sur un piédestal, c'est quand même Naoki Urasawa. Et tu vois, c'est le seul auquel j'accroche pas. Ah oui? J'ai vraiment essayé et j'ai énormément de respect pour le maître et tout ce qu'il a fait. Mais ces histoires, je n'arrive pas à les lire. J'arrive pas à accrocher à son style. Je pense que c'est son style narratif qui me plaît pas. J'ai jamais réussi à lire une de ses histoires en entier. Et je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y aurait énormément à apprendre chez lui. Mais du coup, si on veut parler du côté graphisme, peut-être, je suis plus fan aussi de Boichi, par exemple, qui Oui. a un dessin absolument incroyable. Et puis après, on peut retourner aux classiques, hein, Naruto, Shaman King, One Piece et tout le reste qui sont responsables, je pense, pour 95% des dessinateurs actuels qui veulent faire du manga. Et est-ce que tu vas parfois chercher des sources ailleurs que dans ce média? Oui, 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 il faut, parce que sinon, je pense que ça se voit trop quand les gens n'ont digéré que du manga, ça commence à tourner un peu en rond. Il y a des gens ces temps-ci qui disent que le manga japonais s'essouffle un petit peu. Je trouve que c'est intéressant comme discussion. Et je pense que justement, pour s'éviter de trop mimer ce qui se fait au Japon, surtout en tant que mangaka débutant en France ou ailleurs, il faut qu'on cherche d'autres sources d'inspiration. Donc moi, je vais vraiment m'inspirer de ma vie, des choses qui me sont arrivées. Tout ce que je raconte, c'est basé sur quelque chose de vrai. Et sinon, je vais aller regarder dans le cinéma, je vais aller regarder dans la poésie, je vais aller regarder dans les livres, les romans, les documentaires. Je suis assez gourmand de toute source d'information, toute forme de narration. Donc, j'essaie de ne pas regarder que du manga. Ouais. Mmh. Et est-ce que tu, te verrais un jour te lancer dans le classique, franco-belge? C'est des codes qui m'intéressent pas trop. J'ai grandi avec, j'ai grandi avec Astérix et j'ai grandi avec Tintin, Raon, Lanfeust. Et même si Lanfeust, ça m'a beaucoup marqué et c'est une œuvre qui a eu un gros impact sur moi, je ne me suis jamais vu dessiner de la BD. Les codes, la façon de raconter de la BD ne m'ont jamais attiré. Après, aujourd'hui, tout évolue. Hein. La BD est en train de devenir un peu hybride face au manga qui prend Ouais. de plus en plus de place. Donc, les auteurs se renouvellent, les mœurs évoluent. Euh, donc, je sais pas, peut-être un jour, mais il faudrait que j'ai la bonne histoire pour la raconter en BD. Parce que pour moi, c'est vraiment l'histoire qui va demander son format narratif. Quand j'étais gosse, je voulais être narrateur, je voulais être écrivain. Donc, j'écrivais beaucoup de romans, j'écrivais beaucoup d'histoires. Hein. Et c'est seulement après la découverte du manga que j'ai voulu dessiner. Donc, c'est pas du tout quelque chose que je me voyais faire quand j'étais gosse. Euh, et donc, il faudrait voilà, que j'ai la bonne histoire pour vouloir tenter les codes de la BD. Impeccable. Écoute, merci beaucoup Louis. On va terminer par une phrase que je lis en introduction de Red Flower Stories tome 2 et que j'aime beaucoup. Plus tard, Et j'aimerais avoir le genre de succès où les gens regarderont mes erreurs de débutant et se diront que j'ai été visionnaire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça?
Ouais. On pourra dire que j'ai été très, très visionnaire dans le Ouais. premier tome, pas des erreurs, hein. Il y a beaucoup d'erreurs. Non, mais en fait, voilà, avec Red Flower, euh, et c'est la volonté que j'ai partagée avec Glénat dès le début, c'est que ça va être une œuvre sur laquelle je vais faire mes griffes, hein. C'est une œuvre où je dois évoluer, où je dois m'améliorer. Et donc, ces 5 tomes-là, c'est vraiment pour moi faire mon rite initiatique. C'est pour moi passer à l'âge adulte en tant que dessinateur, en tant que narrateur, pour par la suite pouvoir attaquer des récits encore plus complexes, encore plus intéressants. Donc, je suis reconnaissant à tous les lecteurs qui me suivent et qui me soutiennent depuis le début, qui me permettent du coup de vivre ce rêve, hein, et de faire ce métier qui est quand même pas mal spécial. Et j'espère qu'ils me suivront jusqu'à la fin des 5 tomes et jusqu'à la fin de l'histoire de Kelly qui arrive bientôt du coup. Ben, on sera là. Merci beaucoup, Louis. Maintenant, beh, Avec plaisir, merci à jetez-vous toi. tous sur Red Flower, dont le tome 1 vient de paraître chez Glénat. À très bientôt sur Boulevard BD.